commun avec l'ouvrage de Lionel Cepoloni, Allahabad. Allahabad, ça veut dire partir et rêver. Et en allant lui aussi marcher tout près de chez lui, il s'imprègne lui aussi des paysages, et il sent, il ressent, il attend, il s'émeut d'un frémissement de feuilles, d'une silhouette entreaperçue. Et vraiment sur un style, là encore, extrêmement fluide, je pense que c'est une belle leçon de vie et de contemplation. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là, de sortir un petit peu de mon village, puisque moi aussi je vis dans un tout petit hameau au-dessus de La Rochette, en Savoie. Difficile d'écrire d'ailleurs sur la vie des habitants, sur le lieu où on est. Il y a beaucoup de choses évidemment qui m'ont bien parlé dans tout ce que je viens d'entendre. Alors pour ce qui me concerne, je n'ai pas écrit un livre de fiction, j'ai écrit un livre de marche, un livre en accord avec la marche, un livre où j'essaye d'écrire au plus près des sensations du marcheur, ce qui en effet n'est pas facile non plus. D'abord d'un point de vue bêtement matériel, c'est difficile d'écrire en marchant, on est obligé de s'arrêter. Ou alors, on a recours, et c'est ce que j'ai fait beaucoup ces dernières années, on a recours au dictaphone. Je suis devenu vraiment un pratiquant de dictaphone parce que je trouve que ça permet une approche particulière de l'écriture. Ça permet, quand on gratte, quand on doit faire un effort physique, et qu'en même temps, en fait, on est en train d'écrire, ça a des conséquences sur le rythme de la phrase, sur le choix des mots. Donc j'ai beaucoup aimé explorer ce rapport entre le mouvement et l'écriture. Et puis en même temps, il y a encore quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ce que tu viens de dire, c'est le rapport entre le temps et la montagne. Dès qu'on est en montagne, on a un rapport au temps qui est différent. Ce n'est pas le temps ordinaire, c'est un temps qui nous relie à des moments beaucoup plus lointains de notre existence et qui deviennent très proches. Moi, ayant habité tôt dans des pays de montagne, j'ai marché depuis mon enfance. Et quand on marche dans des lieux où on marche parfois depuis l'enfance, on a des flashs, on ne sait plus très bien où est le présent, le passé, le futur. On passe d'un moment à un autre de son existence au détour du sentier. Donc ce qui m'intéressait à travers l'écriture, c'était aussi de rendre apparents ces flashs mémoriels qui se produisent quand on est en montagne. Oui, ce sont les retranscriptions d'un promeneur solitaire à l'ombre des Charmettes, puisque la plupart de ces promenades se font dans les endroits où Jean-Jacques Rousseau a pu vivre et se promener lui aussi, je pense. Oui, dans des conditions différentes. Rousseau, d'ailleurs, regrettait beaucoup de ne pas avoir tenu des carnets de ses marches. Et je le regrette aussi, j'aurais beaucoup aimé que Rousseau tienne des carnets de ses marches. Il a inauguré cela, bien évidemment, c'est une référence qui reste majeure. Voilà. Autre référence, on est ici à l'auditorium du collège de Varins, mais avec un V, non pas avec un W. Mais c'est déjà un bon début, je pense. En tout cas, on a l'impression quand même de se promener dans un univers qui est relativement préservé, puisque tu dis à un certain moment que dans ces lieux où tu aimes aller, rien ne rappelle que le temps a changé. Donc il y a un côté quand même immuable dans cette campagne savoyarde. Oui, enfin, on peut en tout cas s'en donner l'illusion. On peut avoir cette impression d'une sorte de permanence à laquelle je suis très profondément attaché. Je pense aussi qu'à travers cette écriture de la marche et de la montagne, c'est à la recherche du temps perdu et de la permanence que je me trouve toujours. C'est amusant parce qu'en fait, j'ai appris assez récemment, j'ai été diagnostiqué autiste il y a quelque temps.
Donc je suis en train d'explorer aussi ce lien très fort qu'il y a entre l'autisme et l'écriture. Et les autistes ont un immense besoin de permanence, et en même temps, très souvent, une sensibilité aux sensations très forte. Et rétrospectivement, je me rends compte que mes livres sont très autistiques. C'est-à-dire qu'ils sont hantés par cette recherche de permanence, et en même temps par les sensations. Que ce soit, alors pour moi c'est surtout les odeurs et les couleurs, je suis véritablement un obsédé des couleurs et des odeurs, et c'est vrai que quand on marche en montagne, on est constamment, quelle que soit la saison, ce sont nos sens qui sont avant tout sollicités. Et je me suis rendu compte aussi que c'était quelque chose qui était peu exploré en littérature. Je pense que c'est en train de venir de plus en plus. Je pense que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de livres de marcheurs. On a beaucoup de livres qui vont évoquer la très haute montagne, qui vont évoquer des exploits, qui vont évoquer des voyages lointains, mais des livres qui évoquent simplement les sensations qui traversent tous les gens qui vont marcher l'été dans nos montagnes à vaches. Il n'y en a pas beaucoup. Des livres qui explorent ces couleurs, ces odeurs, ces sensations-là. Voilà, je n'en vois pas énormément. C'est cela que j'ai essayé de faire dans Allahabad et puis évidemment dans mes autres livres. On a reçu la semaine dernière Antoine Debac, qui est donc un historien et un randonneur infatigable lui aussi, et qui est vraiment l'un des maîtres de la littérature marché. Et il a écrit notamment La traversée des Alpes, et là plus récemment un ouvrage particulièrement intéressant qui s'appelle Ma forteresse, et qui sont ses carnets de voyage à travers le Vercors. Et la distinction entre son livre et celui-ci, c'est que lui marche pour se retrouver dans les pas de ceux qui ont déjà foulé ce territoire. Puisqu'il est historien, ça l'amène à chaque étape à recentrer son parcours dans un contexte historique. Et c'est donc effectivement très instructif, très intéressant. Dans le livre de Lionel Cepoloni, sa démarche est ouverte, mais vraiment sur la nature, pour justement en ressentir toutes les expressions, et tous ses sens sont en éveil. Et c'est ça qui est formidable, parce que c'est extrêmement difficile, je pense, de décrire les odeurs, de décrire ce que l'on voit, parce qu'on revient toujours à peu près sur les mêmes mots quand on ne sait pas faire. Mais quand on est agrégé de lettres, finalement, on a un vocabulaire qui est extrêmement fourni. Donc, on n'a pas du tout cette impression de redite, mais à chaque fois, c'est une découverte nouvelle. Donc, merci. J'ai donc réussi à éviter un petit peu le radotage complet, parce qu'effectivement, le risque, c'est de radoter, c'est de se répéter énormément. Avant Allahabad, je m'étais entraîné avec un autre livre qui s'appelle La route ordinaire, où j'ai écrit plus de 300 pages sur les 15 km qu'il y a entre mon village et l'endroit où je travaille. Et pendant 5 ans, à chaque fois que je prenais la voiture, j'écrivais un texte. Comment arriver à ne pas radoter complètement en faisant... je vous dis, c'est de la littérature d'autiste. Hein. Comment arriver à ne pas radoter complètement? Et en fait, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que chaque promenade, chaque moment d'écriture est différent. Et donc les mots, les rythmes sont différents. L'état d'esprit n'est jamais tout à fait le même, les conditions météo sont jamais tout à fait les mêmes. Donc je pense avoir développé une sensibilité extrêmement affinée à toutes les variations qu'il peut y avoir. Donc je pense que ça se retrouve dans les textes. Pour le radotage, ne t'inquiète pas, ça viendra. Je te rassure tout de suite. Et en ce qui concerne, elle a encore le style, comme dans le livre de Zoé Cosson, les phrases sont vraiment très, très, très rythmées. Et on a vraiment l'impression que les saisons changent de couleur, là encore, au fil des chapitres, et que selon que ton humeur
l'humeur peut-être, ou selon que le climat est apaisé ou au contraire un peu plus violent, et bien justement il y a ce changement de ton, ce changement de rythme, ce changement aussi de perception dans la couleur des fleurs, dans les ombres qui peuvent passer aussi dans les sous-bois, parce que c'est aussi un bestiaire enchanteur, ce livre. Oui, moi j'ai un intérêt naturaliste très fort. Hein. L'ornithologie a fait longtemps partie de mes passions. Donc l'observation naturaliste, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc j'aime bien, quand je suis en montagne, nommer avec précision les plantes, les insectes, les oiseaux, et que cela se retrouve ensuite dans les textes. Je veux vraiment avoir cette précision-là. Et puis en même temps, moi, je ne fais pas œuvre scientifique ni historique. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer ce lien entre l'état d'esprit et puis le paysage tel qu'il est vécu. Par exemple, il y a un texte que j'écris 4 jours après la mort de ma mère, quand j'arrive au Revard et que je constate qu'ils ont goudronné tous les sentiers, que ça sent le goudron, des lieux à la ronde qu'ils ont un petit peu massacré tout cela. Il est évident que la tonalité du texte s'en ressent. Je ne vais pas forcément évoquer directement à ce moment-là le deuil, mais le deuil va s'exprimer indirectement. Oui, d'un côté, le décor est sublimé par, je veux dire, l'attrait de ces endroits sublimes. Et puis, d'un autre côté, tu restes lucide face à la maltraitance de ces territoires d'exception qui ont été un peu maltraités, saccagés par la main de l'homme, ou bien alors par les imprévus d'un milieu qui reste dangereux, parce que la montagne, qu'elle soit, reste toujours dangereuse. Oui, je ne pense pas avoir un regard naïf. Ce n'est pas un paradis. Les textes restent de toute façon hantés par la conscience du dérèglement climatique, de la crise en cours, par le souvenir que j'ai aussi de la montagne telle qu'elle était quand j'étais gamin. Je vois très bien que quand j'étais enfant, il y avait des bouvreuils partout, des centaines de bouvreuils sur les arbres. Maintenant, quand je vois 5 bouvreuils, je suis très content. Je peux percevoir cela quand même. Donc c'est aussi quelque chose qui reste présent dans le livre. Voilà. Et ce qui est vraiment bien dans ce livre, c'est que le lecteur est épargné de tous les superlatifs inutiles, qui parfois plombent un peu les textes de ce genre. Tous les mots sont clairs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jargon ridicule, ni de formules compliquées. Enfin, je veux dire, ça coule vraiment de source. Et c'est ce qui fait la force de ce récit, enfin de ces récits, puisque ce sont des carnets de promenade qui s'étalent sur plusieurs années. Je pense aussi que cette écriture semi-nomade que j'utilise suscite une forme d'allègement. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose d'écrire, comme je le fais d'ailleurs en ce moment, sur un bureau, et puis d'écrire en mouvement. Je pense que vraiment ça s'en ressent à ce niveau-là. Oui, et puis c'est vraiment l'art du flâneur qui est de semer des mots sur son chemin, de laisser grand ouvert son œil émerveillé, comme sur les merveilleux paysages que l'on a en face de soi. Et tout ça avec un cœur très, très déférent, parce que tu es très respectueux de ce que tu vois. Enfin, oui, je pense être profondément respectueux des gens, des choses, de la réalité sous toutes ses formes. L'œil émerveillé, ça me fait évidemment penser à ce très beau livre de Saint-Nivelle, qui est aussi une référence. Et on parlait hier matin justement de Saint-Nivelle et du don qu'il avait d'esquisser ces messages. C'est-à-dire que ce n'était pas surligné, c'était vraiment des messages avant-gardistes sur la protection de la montagne, sur l'écologie poétique, on peut dire, et tout était de couleur pastel et extrêmement fondu, sans en rajouter. Et le message était d'autant plus fort. Et je pense que quand on veut
non pas sublimer, mais quand on veut s'intéresser à la nature telle qu'elle est, je pense que ce livre, Allahabad, est important dans la mesure où il relate de la montagne, de la campagne, de la moyenne montagne à l'état pur, sans qu'il soit obligé de surligner un peu les choses, mais c'est vraiment très simple, très doux, et c'est un texte qui effectivement est en écriture ce que ça nivelle peut-être à l'illustration de montagne, c'est-à-dire quelque chose sans en rajouter. Oui, puis ça nivelle à vraiment quelqu'un qui a réhabilité aussi la description littéraire. Il en parle merveilleusement dans l'émerveillé, justement. La description littéraire, elle permet de voir. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a terriblement besoin de réapprendre à voir, réapprendre à sentir. Ça n'a pas grand sens de parler d'écologie si on n'est pas capable d'avoir avec le monde qui nous entoure un rapport un tant soit peu riche, sensible. Si on se promène dans la montagne qu'on ne voit rien, c'est quelque chose de morbide. Donc je pense que l'écriture peut permettre cet apprentissage, ce réapprentissage-là. En tout cas, c'est un très beau poème en prose qui est à la fois élégant et fluide et qui nous incite à porter un regard sur notre environnement, un regard à la fois respectueux et curieux.